Yes. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous parler pendant 45 minutes d'Equi-Coaching, de la découverte de cette pratique, de ce que j'ai appris et puis je laisserai un temps de, 10-15 minutes, pour, répondre à vos questions. Alors je me présente, donc je m'appelle Pauline Garric. J'ai commencé par une, maîtrise de lettres modernes en 2005 et j'étais assistante d'éducation en zone urbaine sensible. J'ai repris mes études avec un master, stratégie d'entreprise option RH en 2008 et puis arrive la crise de 2009, et là je ne trouve pas de boulot à RH, donc je suis commerciale pendant plusieurs mois pour l'artisan parfumeur et puis je rejoins ensuite en 2010 pardon, un cabinet de conseil qui s'appelle, Octo Technologies où là, pendant plus de 6 ans, j'aurai toutes les fonctions, RH donc admin, dev, formation et cetera. En 2016, je rejoins un petit cabinet de conseil, qui s'appelle Binext où là je prends 2 postes, un poste de DRH et un poste de coach agile hors IT. En 2018, je me lance, dans une certification de coach exécutive et c'est là que je découvre l'Equi-Coaching, sur, une demi-journée de découverte. Pour être, très transparente avec vous, au départ, je me dis: «Bon, bah, c'est sympathique, mais ça fait très team building» et puis, la vie est ainsi faite. Le cheval sous, différents, aspects reviendra, sous plusieurs formes, à moi et en 2022, donc Binext se fait racheter par, Octo Technologies, donc je reviens chez Octo et là je suis coach orga exec et j'ai passé ma certification. Je suis également Equi-Coach. Alors je vais revenir sur un point qui, fait qu'on est tous et toutes, ici, au Facilitation Day, sur la posture de facilitateur. Alors la posture de facilitateur, c'est quoi? Donc un facilitateur, c'est un expert des interactions et des dynamiques de groupe et puis j'ai, repris, les phrases, les descriptions qu'il y a sur, le site de la Facilitation Day et je cite: «La facilitation permet aux individus de répondre collectivement aux enjeux des organisations dans un monde de plus en plus complexe». Ce qui est très compliqué en tant que facilitateur, c'est, de faire en sorte que le chemin soit simple vers une, solution qui, n'est pas toujours si simple que ça. On le sait, on vit dans un monde VUCA, et les solutions, c'est compliqué. Donc notre boulot quelque part, c'est de simplifier le cheminement vers la solution, mais ça c'est difficile. Et j'ai, trouvé un facilitateur extraordinaire à 4 jambes qui sait très, très bien faire ça et qui sait très bien simplifier le cheminement pour aboutir à, la solution, qui convient le mieux, soit à l'organisation, soit à la personne, qui est en plein questionnement. Alors c'est quoi l'Equi-Coaching? La traduction, la définition de l'Equi-Coaching, c'est un accompagnement professionnel facilité ou assisté par le cheval. Ça veut dire que, on va, donc faciliter, avoir, tout un ensemble de processus grâce, au cheval pour permettre au collectif ou à l'individu, puisque c'est une pratique qui aborde, ces 2 notions, hein, le collectif ou l'individuel, heu, grâce au cheval. Cette pratique, il faut savoir qu'elle, s'appuie déjà sur l'éthologie équine. Alors c'est quoi l'éthologie équine? C'est un peu comme dans le film, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. C'est, toute un accompagnement, une science en fait du comportement, du cheval, déjà, lui dans son troupeau et ensuite beaucoup plus tard, viendra donc cette éthologie équine sur, le rapport, le comportement entre le cheval et l'humain. Et cette pratique d'Equi-Coaching s'appuie aussi sur les travaux de Linda Koanoff. Si, vous ne connaissez pas cette femme, je vous encourage vivement à aller regarder. Elle a des conférences sur YouTube, elle a des livres extraordinaires. Elle a fait beaucoup de recherches, elle a étudié, les chevaux sauvages en Arizona et ensuite elle a formé, des cavaliers, mais pas que, des coachs également, donc à cette pratique d'Equi-Coaching.
Donc l'équi-coaching, c'est une pratique qui s'adresse autant à des problématiques professionnelles que personnelles, en particulier sur, des problèmes liés soit au leadership, soit à la cohésion d'équipe ou à l'intelligence émotionnelle. Je vais essayer de vous donner quelques exemples. Par exemple, j'ai, accompagné, heu, un groupe, de coachs qui, avait, enfin l'équipe était, en mouvement, en ballottement, se cherchait, il y avait quelques tensions dans l'équipe et le cheval a permis, en tout cas dans cette séance d'équi-coaching, de mettre en exergue les tensions qu'il pouvait y avoir, pour quelles raisons et tout simplement en, leur demandant en collectif de, faire tourner au pas puis au trot, le cheval avec un changement de direction, à faire ensuite et en se passant, le relais au fur et à mesure. Ce qui est assez génial avec cette pratique, c'est que, comme dans n'importe quel contexte, comme, nous, facilitateurs, dans une organisation, on va pouvoir créer du sur-mesure avec le cheval en fonction de la problématique que nos clients vont pouvoir nous amener. Autre exemple, que je pourrais vous donner pour illustrer, une problématique, une personne qui avait du mal à poser ses limites, donc on prend un cheval dans un rang de longe, on prend, la personne et à ce moment-là, un saut de pomme et on va lui demander, en fait, d'arrêter le cheval avant qu'il ne vienne manger les pommes et pour ça, bah, de pas juste dire: «Non», mais d'avoir vraiment un alignement, tête, corps, tripes au moment où il dit non. Il se trouve que cette personne, en l'occurrence, a, donc des jumeaux et ce qui était assez, intéressant, c'est que, au départ, dans l'exercice avec le cheval, il dit non et en fait, le cheval est venu et a foncé pour venir manger les pommes et puis il a réessayé plusieurs fois et en fait, il a vu que dans sa manière de dire non, il y avait des choses au fur et à mesure du débrief, qui lui ont permis en fait d'aligner son nom et pas uniquement avec, la voix ou la tête, mais avec d'autres choses. Et le soir, quand il est rentré chez lui, il m'a fait un petit partage. C'est qu'au moment d'aller, coucher ses enfants qui, étaient un peu nerveux et cetera, il a su dire: «Non, stop, c'est le moment d'aller se coucher», en douceur, sans crier ou quoi que ce soit et en fait, c'était un vrai non, de poser une limite, respectueusement et ça marche, bien évidemment dans la vie, professionnelle ou personnelle. Donc c'est des choses comme ça qu'on va pouvoir aborder avec l'Equi-coaching. Je démystifie quelque chose qui, me semble très important ici, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être cavalier ou cavalière pour faire de l'Equi-coaching. Il n'y a pas besoin de connaissances particulières. Déjà, il faut savoir que tout le travail se fait à pied, donc il n'y a pas besoin de monter, le cheval ou, un poney. Il n'y a pas besoin donc de connaissances particulières et surtout, il y a aucun danger. Pourquoi il y a aucun danger? Parce qu'en amont, de la séance d'équi-coaching, l'équi-coach va pouvoir donner des règles de sécurité qui sont tout à fait, abordables à n'importe quel novice, à savoir, bah, on se met bien à au moins 1 mètre du cheval, on passe pas derrière lui pour éviter, la zone de ruade, et cetera, et cetera. Et puis tout au long de la séance, l'équi-coach est là pour veiller au grain et si on sent qu'à un moment donné, il y a un peu trop de nervosité pour X ou Y raison, et qu'on sent qu'il y a le danger, à ce moment-là, on va demander à la personne tout simplement de sortir du rang de longe et puis, soit, de, faire un débrief pour, expliquer ce qui s'est passé et cetera, soit, derrière, si besoin, changer de cheval. Également pour des personnes, je pense notamment, à un groupe que j'ai eu où j'ai une personne qui était assez angoissée, d'être dans un rang de longe avec, un cheval, hein, parce que, bah, c'est vrai que c'est très impressionnant comme animal. On peut proposer une désensibilisation donc, qui va durer un petit peu de temps, mais en amont, de la séance et permettre à la personne de, mieux vivre sa séance d'équi-coaching en appréhendant, l'animal. Donc, déjà avec toutes ces infos-là, je peux vous dire que le cheval est, vraiment un facilitateur extraordinaire. Et vous allez me dire: «Bah, pourquoi le cheval et pas, un chat ou un chien?»
Bah, déjà, par rapport à sa taille. C'est vrai que le cheval va imposer le respect, c'est un animal qui est assez, imposant. C'est vraiment le symbole de la liberté. On a tous, cette image de carte postale d'un cheval qui court, sur la plage, crinière au vent. C'est vraiment un être indépendant, émancipé. Alors certes, il peut être domestiqué et conditionné par l'humain, mais il va maintenir une forte énergie d'indépendance et cette forte énergie d'indépendance, elle lui est propre. Heu et donc par ça, ça déjà, il y a une forme de respect. Sa vie sociale. Alors, il a une vie sociale qui s'apparente à la nôtre. C'est ce qui fait que dans les exercices, d'Equi-coaching qu'on peut proposer, ça va être assez facile de transposer ce qu'on vit dans notre univers personnel, donc familiaux, les liens familiaux ou dans l'organisation, donc de ce qu'on vit en entreprise. Alors pourquoi? Déjà, il a des compagnons et il a des liens patriarcaux. Il vit dans des troupeaux qui sont formés de clans familiaux. C'est un nomade. Il n'est pas fait pour vivre seul, il n'est pas fait pour vivre enfermé. Je pense que les 2 ans de covid nous ont appris que nous aussi, on n'était pas fait pour vivre enfermé et puis il va respecter des codes et une hiérarchie. Dans un clan, dans un groupe, dans un troupeau, il va y avoir le leader, le dominant, la sentinelle, ou le nourricier et cetera et cetera. Et puis, en fonction de cette hiérarchie-là et de ces codes, il va y avoir des rôles et des responsabilités. Et ces rôles et responsabilités vont pouvoir s'échanger en fonction du contexte pour assurer la protection, du troupeau et la cohésion du groupe. Et là, tout de suite, je vous invite à faire le parallèle avec ce qu'on vit dans nos organisations, notamment quand, on l'a tous vécu en tant que facilitateur d'une équipe où il y a un départ, on va devoir refaire un atelier de rôles et responsabilités parce qu'il y a certainement des choses qui changent. Au niveau de la vision, ne serait-ce que quand quelqu'un aussi intègre une équipe, comment la personne va pouvoir s'intégrer et comment on va pouvoir refaire corps. Et bien tout ça, le cheval, c'est des choses qu'il connaît et qu'il fait naturellement. Donc l'espace et son entourage forment son équilibre. Et puis le cheval, il a une sensibilité, j'aurais même envie de dire qu'il est hypersensible. Dans son écosystème naturel, hein, le cheval a toujours été proie et jamais prédateur. Donc, pour préserver son espèce pendant 65 millions d'années, il a dû être attentif aux moindres changements et surtout, il a dû s'adapter au fur et à mesure du temps à tous ces changements-là pour faire évoluer son espèce et la préserver. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être attentif à l'énergie de ses congénères, de son environnement et de l'individu face à lui. D'ailleurs, j'en profite, si un jour vous rentrez dans un rond de longe dans séance d'équi-coaching ou pas, sachez qu'il faut bien respirer et avoir une respiration régulière, tout simplement parce que le prédateur coupe sa respiration pour ne pas faire de bruit et pour le cheval, c'est un signal de danger. Donc vraiment, on travaille aussi beaucoup la respiration en équi-coaching pour, vraiment, préserver ce contexte de bienveillance et non pas de danger pour le cheval. C'est un animal, moi, qui m'épate, dans le sens où, en fonction, de ce qu'on va lui donner, il va avoir des réactions authentiques et en adéquation avec ce qu'on va lui donner, avec qui on est et dans l'instant présent. Pourquoi l'instant présent? Il faut savoir que physiologiquement, le cheval a un cortex préfrontal très peu développé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très peu, contrairement à nous, dans l'analyse, il n'est pas dans le jugement et il est plutôt instinctif et émotionnel. Donc, dans une interaction, il va nous forcer à aligner notre verbal et notre non-verbal. J'en profite pour rappeler que le non-verbal, c'est 80%, alors
il y a plusieurs écoles, je ne sais plus si c'est 75, mais grosso modo, c'est la majorité de notre communication, c'est le non-verbal. Et le cheval va nous forcer à aligner ça. C'est pas juste, je reprends mon exemple de cette personne que j'ai accompagnée pour poser ses limites. C'est pas juste je dis non parce qu'il faut dire non, c'est je dis non avec mon corps, mon cœur et mon esprit. Et puis, le cheval, c'est aussi, sa magie. Il possède des capacités, des facilités pour rentrer en contact, avec l'homme. Encore une fois, il est peu dans l'analytique, dans son écosystème, c'est une proie, donc il est attentif à tout ce que vous pouvez dégager, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes de posture, que ce soit en termes de tonalité au son de la voix, que ce soit votre cohérence cardiaque, et cetera, et cetera. Ce sont plein de détails, qui vont faire en sorte que, le cheval va être hyper attentif à ça. J'en profite, il y a une étude qui est sortie il y a très peu de temps et le cheval serait capable de distinguer aussi toutes les micro-expressions de notre visage et donc de lui donner des indications sur notre état d'esprit et ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, et cetera et ce qu'on lui, demande, ce qu'on communique, avec ces micro, expressions au niveau du visage. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que le cheval utilise les mêmes signaux pour communiquer dans son troupeau qu'avec les autres espèces, en l'occurrence nous, êtres humains. Et son comportement ne sera jamais le même, parce que chaque être est différent. Et quand je dis chaque être, c'est que chaque cheval est aussi différent. Chaque humain est différent, chaque cheval est différent. Et on atteint, enfin, chacun a des objectifs différents à atteindre. Donc lui, il va répondre à une demande et nous forcer à être authentiques et congruents. Et en tant que facilitateur, c'est pas toujours évident d'être, congruent et vraiment aligné parce que parfois, malgré nous, on n'est pas complètement neutre, on n'est pas complètement, parfois on est juge et partie dans le contexte où on intervient. Et c'est là où le cheval, lui, n'a aucun enjeu. Et donc, il est authentique, il est congruent, et pour bien communiquer avec lui, il va nous forcer aussi à l'être. C'est un vrai révélateur de potentiel. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai rencontré un facilitateur hors pair, comme j'en ai jamais vu. Il va simplifier le cheminement d'une problématique et non pas forcément la solution qui va sortir, mais simplifier le cheminement. Il est neutre, il est c'est vraiment, enfin, c'est magique, parce qu'en fait, comme nous, il va utiliser, ses talents, ses compétences, son mode de communication. C'est un vrai pédagogue. Il a une capacité d'écoute et de collaboration hors pair. Il est disponible, il est engagé et en fait, ces expertises et processus collaboratifs sont vraiment à ce moment-là dans l'équicoaching au service de l'humain et surtout, pourquoi encore je reviens sur pourquoi le cheval? Il est respectueux. Il est pas dans le faire plaisir comme le chien. Le chien, ce qui le caractérise, on le sait, c'est qu'il a envie de faire plaisir à l'humain. Le chat, lui, il est super indépendant et je suis bien placée pour le savoir parce que, j'ai un chat et il vient quand il a envie de venir et c'est tout. Non pas qu'il soit irrespectueux, mais voilà, le cheval, il a vraiment cette capacité, là. Un autre, animal qui a ce type de capacité, mais vous allez comprendre pourquoi on ne l'utilise pas, dans le cadre de coaching, c'est le dauphin et je vous assure que coacher sous la mer, c'est pas évident. Donc c'est, l'autre animal qui a ce type de capacité-là et donc encore une fois, hein, le cheval, il est extérieur au contexte qu'il facilite et ça, c'est ce qui renforce toute sa neutralité. Alors une fois que je vous ai expliqué, pourquoi le cheval, c'est quoi l'équicoaching, j'avais très envie de vous partager, les quelques apprentissages et je pense que c'est pas fini, mais les quelques apprentissages, que j'ai eus par rapport, à cette année, où j'ai exercé en tant qu'équicoach. C'est que déjà ça nous fait sortir de notre zone de confort
Et ça, vraiment qu'on soit cavalier ou pas. C'est-à-dire que j'ai eu des groupes où j'avais des novices, des personnes qui, n'avaient, même pas forcément croisé de cheval dans leur vie, comme, des cavaliers ou des cavalières expérimentés et ça fonctionne parce que, on n'est pas du tout sur le même, enjeu. On n'est pas du tout sur la même pratique. Et ça nous oblige à sortir de notre zone de confort parce qu'on va utiliser les émotions comme une force et notamment la vulnérabilité. Je vous ai mis un petit schéma, à droite de la presse. C'est un schéma que j'adore utiliser en amont d'une séance d'équicoaching et après la séance d'équicoaching. Je demande généralement, à mes clients, sur une échelle de 1 à 10, sur cette, échelle-là, où est-ce que vous situez? Si c'est de 1 à 3, ça veut dire que vous êtes en zone de confort. En zone de confort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je m'imagine dans le rond de longe, avec le cheval, bah, je suis en terrain connu. C'est des choses où, c'est OK pour moi. Je n'ai pas d'appréhension particulière. Je me dis que je vais très bien savoir le faire, passer des obstacles, tourner, communiquer avec lui. Bref, c'est quelque chose de connu. De 4 à 6, je vais être en zone de vulnérabilité. Et là, je vais insister sur le mot parce que souvent, on entend, «Ah mais la vulnérabilité, c'est une faiblesse». Pas du tout. Pour moi, la vulnérabilité et ce qu'on explique, dans ce schéma-là, c'est que c'est une zone d'apprentissage. La vulnérabilité, elle se manifeste quand? Elle se manifeste quand il y a un changement qui va s'imposer face à une certitude, face à une croyance, face à une perception d'un modèle ou d'un comportement et ça va nous obliger à nous remettre en question. C'est ce qui va nous permettre de faire une transition vers un nouvel apprentissage. Et donc lorsque je suis dans ma zone de vulnérabilité, je suis dans une zone aussi de curiosité, de découverte. J'appréhende quelque chose de différent, de nouveau. Et c'est ça aussi que ça va faire travailler, l'equi-coaching, c'est appréhender, regarder les choses différemment, sous un autre angle et ressentir et comprendre ce qui se passe. Donc on va, à ce moment-là, porter une attention à notre niveau d'agitation physique. Et si je vais en zone 7-9, qui est la zone de risque et de danger, probablement que j'aurai le cœur très agité, peut-être que j'aurai les mains moites, une transpiration, une voix chevrotante, peut-être que j'irai à reculons. En tout cas, c'est intéressant de savoir et d'identifier à ce moment-là corporellement ce qui se passe chez nous. Et puis 10, c'est la zone de panique et ça, on n'ira jamais. Et on respecte ça, on ne va pas du tout dans cette zone-là. Et donc de proposer cette échelle, en amont de la séance, c'est intéressant parce que ça va venir, confirmer ou infirmer, un ressenti, physique et avant avoir vécu quelque chose et après l'avoir vécu. Autre apprentissage, le cheval est un facilitateur engagé et neutre. Donc la neutralité, on en a un peu parlé, tout à l'heure, notamment en lien avec, l'aspect physiologique du cortex préfrontal très peu développé. Mais aussi le cheval ne se trompe jamais. Quand un exercice ne fonctionne pas, c'est pas à cause du cheval, c'est à nous de nous remettre en question. Parce que le cheval, lui, bah, il fait en fonction de ses ressentis, de ce qu'on lui demande, en fait. Et si on n'est pas aligné, si on n'est pas congruent, alors effectivement, ça ne fonctionne pas. Alors certes, il peut être fatigué par moments ou être dans un mauvais jour. Encore une fois, hein, c'est un être vivant et auquel cas, il ne viendra pas faciliter. Quand je dis: «Il ne viendra pas faciliter», donc il faut savoir que, j'exerce, chez, donc Eric Winkert qui m'a formée et qui a été formé, par, Epona Quest, donc l'organisme pardon de Linda Kohanov. Et donc lui, ses chevaux sont en liberté dans 8 hectares. Et d'ailleurs, je vous ai mis une photo d'un daim parce que, lorsqu'il a acheté ces 8 hectares, il y avait un daim qui vivait et qui a désormais intégré le troupeau. Il y a également 2 ânes.
Et en fait, ce que j'adore faire, c'est emmener le collectif ou l'individu qui va faire une séance d'équicoaching auprès, dans ces 8 hectares-là, et de lui demander, de voir quel cheval, alors ça peut être un ou plusieurs, hein, ou des poneys si, on travaille avec des poneys ou des Shetland. Quel cheval va se présenter, à lui ou à elle? Et c'est la même chose que on facilite et qu'on dit qu'on a les bonnes personnes, au bon moment. Lorsqu'on fait une invitation et ça doit rester une invitation, bah, là, c'est la même chose. C'est une invitation qui est faite et donc le cheval ou les chevaux qui vont se présenter, ils sont engagés. Ils ont envie d'être là et c'est jamais pour rien et c'est toujours pour faire travailler quelque chose parce qu'ils ont tous et toutes leur caractère. Et c'est assez fou et c'est assez magique, parce il en ressort toujours quelque chose. Donc le cheval, à ce moment-là, va faire travailler le coaché là où c'est prioritaire, dans l'instant présent. En fait, pour rappel, hein, le cheval, il est attentif à son environnement et il a pas d'enjeu. Donc il va être automatiquement dans la réaction de ce qu'on va lui renvoyer et ça, uniquement avec ce que va projeter le collectif ou la personne. Et c'est là où on va pouvoir, après, dans le débrief, pouvoir vraiment, tirer énormément d'apprentissage et de conclusions. 3e apprentissage, la transposition, elle est hyper facile à faire dans notre quotidien. Ils vivent en troupeau, ils ont une hiérarchie, des rôles et responsabilités qui évoluent en fonction du besoin. Bon, je pense que ça vous rappelle forcément ce qu'on voit en tant que facilitateur ou même nous, ce qu'on vit en tant que collaborateur dans nos organisations. Donc, au moment où on utilise le cheval en équicoaching, on s'appuie sur lui, on va pouvoir le transposer, soit le cheval comme un ou plusieurs projets, soit comme un ou plusieurs managers, ou encore comment on réagit face à l'inconnu. Encore une fois, je vais vous donner un exemple d'une personne, que j'ai accompagnée, qui me dit avoir des difficultés de management avec une personne alors que, avec son autre manager, ça se passe très bien. Eh bien, on a invité donc 2 chevaux à venir, dans le rond de longe et puis l'exercice a été de: «OK, bah, tu vas devoir leur demander, tourner d'abord au pas ensemble, puis au trot, faire un changement de direction ensemble et également retourner au pas, puis au trot dans le rond de longe». Ce sont 2 chevaux différents forcément, donc ils ont des caractères différents, ils ont des attentes, une communication qui peut être aussi, différente et qui vont pas solliciter les mêmes choses chez nous. Et c'est exactement la même chose, lorsqu'on a 2 personnes que l'on manage. On ne va pas manager de la même manière parce qu'il y a pas les mêmes besoins, il y a pas les mêmes drivers, il y a pas les mêmes attentes. Et donc derrière, quand on va faire cet exercice, ce qui va être hyper intéressant, c'est qu'est-ce qu'a sollicité la personne? Quels ont été les points de difficulté? Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Et au fur et à mesure de ce débrief, pouvoir capitaliser sur ce qui fonctionne, identifier là où ça pêche, essayer de trouver des solutions alternatives et ensuite pouvoir les réessayer concrètement. Et c'est vraiment un savant mélange, l'équicoaching, de systémie, hein, puisqu'on est dans un rond de longe avec, des êtres vivants, d'intelligence situationnelle pour un partage d'apprentissage concret. On n'est pas juste dans: «J'imagine que si je fais ça, alors il se passe ça». Non, concrètement, on est en train de faire du test and learn et on est en train de tirer des apprentissages et de se dire: «OK, bah, là, ce que j'ai sollicité, comment demain, concrètement, je le transpose au bureau ou dans ma vie personnelle?» en fonction de la problématique. Ce que je vous propose, c'est, un cas concret d'équicoaching parce que, je vous parle d'exercices, je vous donne, pas mal de choses, mais par moment, observer, c'est bien. Bien évidemment, dans la vidéo que je vais vous présenter, j'ai demandé l'autorisation, aux 2 personnes que j'ai accompagnées. Je vous resitue un peu de contexte. Donc ces 2 personnes, j'ai un CPO et une directrice marketing qui travaillent dans la même direction et qui ont
qui ont un enjeu commun, c'est leur produit. Entre eux, il y a un lien hiérarchique, OK? Pour autant, ils ont des énormes problèmes de communication et à tel point que ça impacte leurs équipes. Quand je dis des problèmes de communication, c'est qu'ils ne peuvent pas se parler sans que ça frite et ils ont tout le temps, enfin ça frite tout le temps et ça a un impact, les équipes sont perdues, en fait. Donc je vais vous partager la vidéo et je vais vous demander, d'observer, ce qui se passe et ensuite je vais vous proposer, heu, en raccourci, hein, parce qu'on n'a pas le temps, mais un débrief très court de ce que j'ai pu observer et de comment je les ai accompagnés, avec cet exercice-là. Pour, info d'ailleurs, dans l'exercice, ils ont un poney. En silence, ils doivent faire passer un maximum d'obstacles au poney. C'est sans taper, sans crier. Alors, hop. Donc c'est une vidéo qui est très courte, hein. Sachez que, l'exercice, a pris, beaucoup plus, de temps que ça. Il a pris, 15 minutes et j'essaye de remettre ma presse. Merci beaucoup. Donc dans, ce débrief très court, ce qu'on observe, déjà, c'est qu'il y a un problème de place. Hem, les 2, pour info, un cheval ou un poney, hein, peu importe, au niveau, de la tête, c'est le volant, c'est ce qui va amener la direction, gauche, droite, tout droit et l'arrière, c'est le moteur, c'est là où on va impulser, de l'énergie et c'est ce qui va faire avancer le cheval. Ce qu'on observe dans cette vidéo, c'est que déjà, il y a un problème de place et si vous avez vu, à la fin, il y a un refus, d'obstacle, de la part du poney qui s'en va. Pourquoi? Les 2 se mettent au même niveau et donc il y a comme un sentiment, d'étouffement, de la part du poney parce que, il y en a un qui dit, «Faut aller à gauche» et puis il y en a un autre qui dit: «Il faut aller à droite». Bon, le poney, il sait pas et puis même juste avant dans l'exercice, ils ont du mal à se positionner, ils savent pas où aller et cetera et ça a duré pendant 15 minutes où, le poney systématiquement soit s'en allait, soit j'ai une autre vidéo, on n'aura pas le temps de la voir, mais où le poney tombe sur lui-même et puis après il en a marre, il s'en va et donc quand on a fait le débrief, ce qui a été intéressant, c'est de se dire: «OK, qu'est-ce qui a pas fonctionné? Qu'est-ce que vous avez vécu?» et en soi, ça mettait en exergue ce qu'ils vivaient dans leur milieu professionnel. C'est-à-dire que les rôles et les responsabilités de ces 2 personnes, n'étaient pas, alignées, n'étaient pas prises, les décisions voilà et donc ça a amené à une situation de stress heu, on n'est pas d'accord, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui fait quoi et cetera. Derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on a bien fait ce débrief-là, que j'ai questionné, sur, leur ressenti et ce qui avait fonctionné ou pas et les alternatives qu'ils avaient envie d'essayer, je les ai poussés à rendre ça concret et vivant et à retester, dans le même exercice, avec, cette fois, un autre poney. Ils en ont tiré plein d'apprentissages. Il faut savoir que derrière, je les ai accompagnés à la fois en individuel et que j'ai refait 2 séances collectives, non pas d'équicoaching, juste de séances collectives sur, les besoins, les rôles et responsabilités et à la fin, j'ai terminé par une nouvelle séance d'équicoaching où là, je leur ai proposé en fait de co-construire en 15 minutes un spectacle avec 2 poneys et donc ils n'avaient pas le choix d'être alignés et de bien communiquer face à l'inconnu et à une situation stressante, ce qu'ils vivaient au quotidien avec la pression qu'ils avaient par rapport à leurs produits. Tout ça pour dire que l'equi-coaching, c'est pas faire plein de séances d'equi-coaching, c'est faire
une séance d'équi-coaching, en tout cas telle que moi aujourd'hui je le propose, une séance d'équi-coaching pour avoir un vrai déclic concret sur OK, quelle est la problématique concrète? C'est qu'est-ce que je mets en exergue là, pour vivre une expérience vraiment unique, pleine de sens et ancrer ce qui se passe, comme ancrer aussi, les solutions qu'on va pouvoir imaginer pour retrouver de la valeur, réfléchir et penser différemment. Ça peut être également, des séminaires où on va travailler sur, bah, aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus travailler de la même manière, qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Comment on pourrait faire face à l'inconnu pour travailler différemment? Quelles solutions on peut imaginer? Et comment on fait coexister 2 modèles avant de basculer progressivement vers un. Donc ça, c'est un exemple, mais un exemple parmi d'autres. Mais, voilà tout ce qu'on peut être amené à travailler en équi-coaching et la manière dont on peut le travailler. Donc cet être vivant à 4 jambes nous pousse vraiment à découvrir des ressources qu'on a à l'intérieur de nous, soit qui sont ignorées, qui sont déjà présentes, mais qui n'ont pas, pu être, mises, en avant ou, parce que là, le cheval nous force à être congruent, à être aligné, soit qui étaient, insoupçonnées. Oui, je confirme que ça va beaucoup plus loin que le team building, et d'ailleurs, enfin, c'était ma croyance au départ et c'est ce qui fait que après, 2018, je ne suis pas partie tout de suite sur, cet outil-là, mais, au fur et à mesure, enfin, pour moi, c'est pas du team building, en fait. C'est vraiment, aborder des problématiques professionnelles ou personnelles et aller beaucoup plus loin, notamment sur, la réflexion qui est en cours, qui est qu'on ne peut plus travailler de la même manière, et le cheval va nous amener à, avoir toute cette réflexion-là. Je clôt la parenthèse, je reprendrai, les questions ou les réactions, après. Bref, l'équi-coaching, c'est 600 kilogrammes de feedback. C'est intense. Il n'y a pas une personne ou un groupe, qui n'est pas, ressorti de cette expérience-là. Heu, alors bouleversé, le mot serait trop fort, mais en tout cas, avec des prises de conscience, avec des déclics, avec, une découverte, autour, d'eux ou du collectif ou des 2. C'est chahutant. Voilà, c'est le mot. C'est chahutant. Mais c'est chahutant pour plein de belles choses. Ça peut être confrontant et il y a des chevaux qui sont confrontants. Je pense notamment à un que j'adore qui s'appelle Elka et qui est très confrontant et qui a tendance par moments à quand il sent une énergie, trop forte, à faire ce qu'on appelle des bananes et à plaquer, ses, oreilles et aller, gentiment vers la personne, mais ça reste impressionnant. Et à ce moment-là, c'est des choses qui nous poussent à, trouver d'autres manières de faire et à apprendre beaucoup plus sur nous ou sur le collectif. Et je ne peux, que vous encourager à soit faire une séance de découverte, soit à vous appuyer sur ce facilitateur hors pair, hem, qui est le cheval et qui est magique pour tout un tas de choses et qui est, riche, d'apprentissage. J'ai essayé, je suis même un peu en avance, de respecter le timing. Heu, je vais prendre du coup les questions dans le chat. Alors, très intéressant ce retour d'expérience. Merci. J'ai l'impression qu'il faut déjà être coach pro pour faire de l'équi-coaching. Qu'en penses-tu? Alors c'est une super question, parce que lorsque, j'ai fait ma formation, j'étais la seule coach pro. Hem, on nous apprend à poser des questions, à être beaucoup dans l'observation, et puis, veiller aussi à la sécurité, des personnes, qu'on accompagne. Hem, ce que j'ai remarqué, c'est que le fait d'être coach, va apporter un regard supplémentaire, et des questions supplémentaires et aussi dans la créativité des exercices qu'on peut proposer parce que, en tant que facilitateur ou en tant que coach, on a aussi l'habitude, de créer et de faire du sur mesure pour nos clients. En tout cas, moi, j'y ai vu une plus-value, heu, par rapport à ça.
Donc je dirais pas qu'il faut nécessairement être coach pro, mais ça apporte un plus je dirais que ça apporte, encore plus de corps, au débrief et à la manière dont on va travailler ensuite en parallèle avec le groupe ou l'individu qu'on accompagne. Quelle taille de groupe maximale? Alors, si on est tout seul en tant qu'équipe coach, moi je prends pas plus de 5 personnes. En revanche, si je peux très bien, demain je dis n'importe quoi, j'ai une commande de 10 ou de 70 personnes. On a un réseau d'équipe coach et donc on va pouvoir, demander à la fois de l'aide d'autres équipes coach et de ce qu'on appelle des horse handlers. Les horse handlers sont les personnes qui vont, au fur et à mesure des exercices, interchanger, les chevaux, les poneys et faire les allers-retours, avec pour gagner du temps et justement permettre à l'équipe coach de se concentrer non pas sur la logistique, mais uniquement sur l'accompagnement de ses clients. Donc en fait, taille de groupe maximale, quelque part, il y en a pas, sauf si tu es tout seul et que tu as pas le réseau. Passionnant, merci pour ce partage. Est-ce que les séances de découverte permettent de suivre de séances de facilitation où il s'agit de soi-même expérimenter la pratique? Comment cela se passe-t-il? Alors, une séance de découverte, il faut savoir que ça dure 2 heures. On n'est pas obligé d'arriver avec une problématique. On peut juste venir, tester 1 ou 2 exercices, différents, déjà pour comprendre, la pratique, mais on peut aussi venir avec, quelque chose, alors une problématique, qui va pas être résolue en 2 heures de temps, mais je sais pas, imaginons, tiens, je vais en séance de découverte et je me rends compte que j'ai quelque chose à travailler, autour des limites. C'est pas une séance qui va, tout débloquer, mais on va beaucoup plus vite dans une séance d'équicoaching, parce que, on est dans le concret et on met vraiment, le doigt, sur, ce qui fonctionne ou pas et grâce à la neutralité du cheval et ce que ça va apporter en termes d'apprentissage. Je sais pas si je réponds bien à la question. Si l'on n'est pas coach, peut-on gérer les situations de personnes qui craquent? Le cheval est un dans la formation d'équipe coaching, donc encore une fois, j'étais, la seule coach pro, on nous apprend à gérer ça. Alors peut-être pas aussi bien, aussi bien dans le sens où, on va être en douceur, accompagner la personne, mais on va pas l'accompagner sur le long terme comme, un coach pro pourrait le faire. En revanche, oui, il y a beaucoup de personnes qui craquent ou en tout cas où ça provoque une émotion forte et pas uniquement que des larmes, hein. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui est arrivé dans un rond de longe avec une très, très forte colère. Bon, automatiquement, le cheval s'est mis à tourner et cetera et il n'arrivait pas. Donc là, on l'a sorti, on a fait le débrief et du coup, on a pu travailler sur ce qui se passait. Merci Pauline, très merci. Quels sont les sujets qui s'y prêtent le plus selon tes retours d'expérience? C'est une bonne question. Là, sur, un peu plus d'une petite année, ouais, 1 an, une bonne année, pardon, parce que je me mets aussi les stages que j'ai faits, mais j'ai eu beaucoup de cohésion de groupe, heu, voilà, de cohésion de groupe, à travailler et en individuel, j'ai eu pas mal de choses autour de l'engagement. À savoir, comment je peux engager mes managers, comment je peux engager mon équipe. Donc, beaucoup de managers ou, de personnes qui, ont un rôle, de visionnaire ou, assez, de leadership assez important dans leur organisation et donc, là, l'equi-coaching vraiment pour ça, travailler une vision, travailler l'engagement, amener le collectif, travailler le leadership ou la posture managériale, c'est canon. Quelle part de votre activité en equi-coaching? Alors, aujourd'hui, c'est difficile de répondre. En fait, je suis à la fois en CDI et en auto-entrepreneur. En CDI à temps plein et donc le côté auto-entrepreneur, je le fais, sur, mon temps libre.
Donc enfin, c'est difficile de vous dire quelle est la part de cette activité. En tout cas, ce que je peux vous apporter, c'est que depuis que j'ai passé cette, certification d'Equicoach, à chaque fois que j'ai pu le proposer, à mes clients, heu, ils ont été plus que ravis, de pouvoir, vivre ça. Il y en a même qui ont nommé leur déclic en fonction du nom du cheval qu'ils avaient eu. Voilà. C'est chahutant, c'est confrontant. J'aime beaucoup la formule c'est 100 kilogrammes de feedback. Il y a de quoi faire, notamment sur la prise de conscience ou déclic prérequis fondamental pour changer, évoluer. Ouais, vraiment, c'est ce que ça apporte en premier lieu et moi, j'adore boucler par une autre séance, à la fin d'un accompagnement, qu'il soit en coaching ou en facilitation, mais j'adore boucler, le processus, de travail par une dernière séance d'équicoaching parce que là, c'est vraiment l'accomplissement de regarder tout ce qui a changé. Ça, il y a, 5 mois, il y a 6 mois, vous auriez pas été capable de le faire et c'est encore, accroître l'expérience. Ouais, ça accroître l'expérience et vraiment avoir un accomplissement, et dire: «Bah, c'est ancré, en fait. C'est ancré et ça fonctionne et on continue comme ça». Combien faut-il de séances en moyenne? Alors, aujourd'hui, que ce soit en collectif ou en individuel, ma manière de procéder, mais il y en a certainement d'autres, moi, j'aime bien proposer une séance d'équicoaching au début. Ensuite, faire un accompagnement soit de coaching, soit de facilitation, plus «classique» entre guillemets et terminer par une séance. Donc je dirais que pour un accompagnement, parfois 2 séances suffisent, et puis après ça va être aussi en fonction de, comment la personne veut travailler, ce qu'elle a envie de travailler. Ça peut être plus, mais je dirais que déjà 2 séances, c'est top. Vous travaillez uniquement avec des chevaux que vous connaissez ou n'importe lesquels? Alors aujourd'hui, donc je travaille uniquement avec les chevaux, que j'ai eus, en formation, donc chez, Vision, for Leader. Mais, il se trouve que j'ai déménagé, le week-end dernier en Bourgogne et donc là, je me suis mis en quête de trouver un autre centre équestre. J'en ai trouvé un qui, pratique l'éthologie et qui est hyper importante pour moi parce que, j'ai besoin de travailler avec des chevaux qui sont, en liberté, qui sont pas, sous contrainte. Donc, il y a ce qu'on appelle en une évaluation à faire, des chevaux. Tous les chevaux ne sont pas faits pour l'équicoaching, il faut le savoir et dans cette formation, on nous apprend justement à évaluer les chevaux pour savoir ceux qui s'y prêtent ou non. Donc, hem, donc dans tous les cas, cette évaluation, elle est nécessaire, à faire. Donc, qu'on connaisse ou pas les chevaux, mais il faut les évaluer avant. Est-ce que tu avais déjà une histoire avec les chevaux avant de te lancer dans l'équicoaching? Est-ce un prérequis? Alors, je ne suis pas cavalière. J'ai, depuis petite une fascination, pour cet animal, et j'ai la chance de ne pas avoir du tout peur de cet animal. Mais j'avais aucun prérequis, et pour être très honnête, j'étais la seule non cavalière dans cette formation d'équicoaching et pour autant, ça a très bien fonctionné. On nous enseigne aussi beaucoup, comment fonctionne un cheval et cetera, que ce soit d'un point de vue, physiologique avec, l'éthologie équine et cetera. D'ailleurs, enfin, j'invite, ceux et celles qui sont passionnés par le sujet, il y a des formations en ligne d'éthologie qui sont top et qui nous apprennent beaucoup, sur le fonctionnement du cheval. Hem, Très intéressant, merci. Ça m'interroge beaucoup en revanche, car j'ai un très bon feeling avec les humains et les animaux en général, sauf le cheval. Mais je pensais faire une séance pour tester encore. Ouais, il y a pas de, c'est bon, ça c'est après c'est aussi une question de sensibilité. Il y a pas de bien ou de mal, mais pourquoi pas faire une séance de découverte. Est-ce que j'ai un exemple de ressources que des personnes ont pu activer après tes séances? On parle beaucoup du syndrome de l'imposteur lors ou durant une prise de fonction de poste. J'imagine que ça doit être puissant pour la personne de se rendre compte qu'elle est désormais capable qu'elle a trouvé le sens de sa mission. Ouais, alors je vais vous parler
D'une séance, je pense que c'est la séance, qui a été, que j'ai trouvée en tout cas la plus chahutante. J'ai accompagné, une personne sur un qui avait une situation personnelle à gérer, très, très difficile, heu et hem et en fait, lorsqu'on a fait, la séance d'Equi-coaching, à la fin, elle m'a dit, «Ça fait longtemps, que je n'ai pas ressenti de l'accomplissement». Hem Cette sensation-là, en fait, de l'avoir ancrée, de l'avoir vécue et pas juste j'imagine, je me projette et «Ah ça se passe bien». Non, là concrètement, j'ai pu voir que ce que je faisais, ça fonctionnait, que j'allais pouvoir le transposer et comment j'allais pouvoir le transposer. Donc ça, cette notion, d'accomplissement, était assez incroyable. Je vais aussi vous parler, d'un ami, qui a fait une séance de découverte, qui avait envie de travailler, ses limites, notamment dans le milieu professionnel parce que parfois, enfin, pas parfois, beaucoup tendance à dire, «oui, oui, oui» et à être parfois en surmenage, à force de dire «oui» et de pas assez poser ses limites et en fait, sans surprise, hein, le cheval, 1 fois, 2 fois, 3 fois est venu manger les pommes et puis, la personne a lâché et a dit, «Bon, en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'arrête». Et donc ce qui était très intéressant dans le débrief, c'était: «OK, mais qu'est-ce que c'est venu solliciter chez toi? Qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as envie d'arrêter? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu as pas envie de dire stop?» Et il y a encore une fois, il y a pas de bien ou de mal, mais cette prise de conscience lui a permis de dire: «OK, là, j'ai un sujet à travailler. Qu'est-ce que ça touche chez moi?» Et ensuite, de pouvoir le refaire en disant: je peux être tout à fait respectueux en disant non et être entendu et ça, c'est la ressource que ça a activée. C'est en fait, pour cette personne, il y avait une espèce de croyance limitante que, en disant, «Non», ça coûtait trop d'énergie et c'était peut-être, irrespectueux ou pas agréable ou, ça montrait une facette. Alors qu'en fait, on peut très bien, dire non et poser ses limites et d'ailleurs, c'est plus facile de les poser avant que de rattraper, parce que ça va coûter plus d'énergie de reposer des limites qui ont été enfreintes. Je sais pas si je suis claire quand je raconte ça? Donc ça, c'est, voilà, c'est des choses, qu'on peut, qu'on peut travailler en Equi-coaching. Je pense aussi à ce collectif, de coachs où, j'avais, d à la fois des personnes novices, j'avais, une cavalière, avec, un fort tempérament, une personne, beaucoup plus dans le, je dirais dans la douceur mais une douceur, très, très exacerbée très peu avec très peu d'énergie aussi, donc une grosse douceur et énergie et peu d'énergie, pardon et c'était très intéressant de voir que, au moment où on donne, l'exercice qui est collectivement, vous allez devoir vous passer le relais sans que le cheval s'arrête, avec pas trop changement de direction pour chaque personne et au moment où vous passez le relais, le cheval ne doit pas s'arrêter ou faire autre chose. Donc encore une fois, c'est individuel, mais l'ensemble, l'enjeu, il est collectif et vous devez vous aider tous ensemble et de voir que, cette coach avec une forte énergie, hop, le cheval, il part au quart de tour, elle n'arrive pas à le mettre au pas et quand il y a un changement de relais, avec cette personne qui est, douce et avec peu d'énergie, le cheval ne décolle pas et OK, comment vous vous aidez entre vous pour faire en sorte que ça fonctionne? Et c'est ça que ça a mis en exergue, c'est que, il y a des niveaux, d'énergie très différents avec, des incompréhensions. OK, mais comment on se complète, comment on se soutient pour faire, corps et cohésion et non pas être un groupe, mais être vraiment une équipe et qu'est-ce que ça veut dire être une équipe à ce moment-là? Ouais, il y a ça provoque, alors, oui, je suis animée enfin, c'est un sujet qui est passionnant, enfin, pour moi en tout cas, donc j'espère vous transmettre ça.
Il reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, si, vous avez, d'autres questions ou même des interrogations, vous pouvez me joindre, sur LinkedIn. Hem, j'essaierai de répondre avec, le plus de justesse, possible. Comment se former? Alors il y a plein maintenant de formations, enfin de groupes de formation, autour de l'equi-coaching. Déjà, je vous inviterais à, vous poser la question: est-ce que vous avez plus envie, de faire de l'equi-coaching pour des particuliers ou pour des groupes? Hem, quelle est votre sensibilité? Heu, ou est-ce que vous avez vraiment envie de faire les 2? Parce qu'on a des organismes qui sont vraiment tournés développement personnel et moi où je me suis formée donc chez, Vision for Leaders, qui est tenu par, Eric Winkert, qui a été, formé, par Nina Kohanoff. C'est dans le Vexin, dans le 95, et je crois qu'il fait, 2 sessions de formation Equi-Coach par an. Et les autres, n'étant pas été formée par eux, je les connais pas bien. Je pense qu'il y en a des très bien aussi. La particularité d'Eric, c'est qu'il adresse vraiment le collectif. Il adresse aussi l'individuel, mais aussi beaucoup le collectif. Et derrière, pour moi, en tout cas, c'était plus facile de faire comme ça parce que pour l'individuel, j'avais déjà pas mal d'idées. Voilà. Rebonjour, je me permets de me connecter afin de simplement, déjà un grand merci Pauline, c'était passionnant. En tout cas, c'est mon feedback. Vous avez l'occasion de donner jusqu'à 600 kilos de feedback avec le lien du ROTI, hein, Return on Time Investment. Donc il y a le petit lien, vous allez voir. Et vraiment merci aussi aux participants. C'était interactif, il y a beaucoup de questions et donc la suite également est possible. Le compte LinkedIn, si tu veux l'afficher, n'hésite pas, hein, Pauline, dans le commentaire. Et puis Ouais. également le salon Discord. C'est salon vert, il y a une des deux salles. Je vais vous envoyer le lien également. S'il y en a qui ont envie de continuer, voilà. Pas Je hésiter. me En tout cas, on peut prendre toutes les questions qu'il y a, soit Discord, soit LinkedIn directement, en contactant directement Pauline. Et voilà. Il reste 2 minutes. L'idée à l'issue de la session, c'est de revenir dans le salon principal. Hein. Voilà, de toute façon, d'ailleurs, ça va être l'heure de la pause. Hein. Mais il y a possibilité d'aller justement sur Discord ou autre, d'aller vadrouiller, etc. En tout cas, je vous souhaite de passer une très agréable Facilitation Day. Et encore merci Pauline, c'était vraiment top. Merci.